Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, Confluent propose cette semaine une entrevue tout à fait succulente. Bonjour Mathieu, une entrevue succulente en effet puisque nous rencontrons Lisa Nobom-Sawin au Musée des Abénaquis d'Odanak. Fière de sa double ascendance, notre invitée est à la tête du traiteur Kebenaki, une entreprise de services de traiteurs et de chefs à domicile qui offre des plats originaires du terroir québécois et de la cuisine autochtone ou inspirés de ces traditions. Au fil de ses délices de bouche, Lisa Nobom-Sawin contribue aussi à faire mieux connaître son histoire et ses racines. De sagamité en crème de gourgane au myrique baumier en passant par les cœurs de quenouilles marinées, notre invitée nous entraîne ici sur les traces de son parcours de gastronome, elle qui dit être tombée dans la marmite de la cuisine dès l'âge de 4 ans. Lisa Nobom-Sawin vient par ailleurs de faire paraître un livre splendide aux éditions de l'Homme, Cuisine autochtone, saveurs et savoir-faire d'hier à aujourd'hui. Au microphone de Catherine Egault, elle évoque avec fougue sa cuisine audacieuse mais toujours enracinée dans la tradition, ainsi que son amour du territoire et de son opulence. Une ode à la bonne chère et à la transmission des savoirs. Lisa Nobom-Sawin, bonjour. Quoi? On est ici au Musée des Abénaquis à Odanak. Oui. C'était votre terrain de jeu quand vous étiez petit? Effectivement, c'était le terrain de jeu. En fait, ma mère et mon père y travaillaient. Mm-hmm. Donc, votre mère est Nicole Nobom-Sawin. Oui, ma mère est Nicole Nobom-Sawin. Elle était directrice du Musée des Abénaquis, puis mon père est Patrick Côté, qui était le conservateur du musée. Donc, aussi bien dire que les deux avaient les deux pieds joints dedans. Puis, ils habitaient juste en face du musée. Donc, j'avais juste besoin de traverser la rue pour me rendre au musée, aller les rejoindre à la fin de l'école. Puis, donc, j'ai été... oui, effectivement, j'ai eu cette chance-là, j'appelle ça une chance, d'avoir accès à ça. C'est sûr que là, le musée a changé beaucoup. À l'époque, c'était vraiment plus une vieille bâtisse, là. Mm-hmm. J'allais me promener là-dedans, j'allais jouer à la cachette. Je fermais des fois toutes les lumières du musée, puis j'allais jouer à la cachette dans le noir à l'intérieur. À force d'entendre les visites guidées qui se faisaient à l'école, ben moi-même, j'ai fait ma première visite guidée, j'avais 5 ans. Ma mère, elle m'avait laissé aller, elle jugeait. Elle disait que c'était quand même bien de pouvoir peut-être offrir une visite guidée par une enfant du même âge à un groupe de maternelle, que ça aurait une vision différente. Et effectivement, j'avais une vision totalement différente d'un adulte, donc qui peut raconter quelque chose. Vous n'êtes pas devenu muséologue, néanmoins? Non. Vous êtes devenu chef? Oui. Chef de cuisine. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec la cuisine? En fait, moi, je suis tombée dans la marmite de la cuisine quand j'étais toute petite aussi. Ah oui? Oui. Moi, j'ai commencé à cuisiner, j'avais 4 ans. Je faisais des œufs déjà à cet âge-là, là. Ben, avec de l'aide, là, on s'entend. Là. Je veux dire que les gens s'assuraient que je me brûle pas. Mais sinon, pour le reste, ils me laissaient quand même assez aller. Rendu à 7 ans, je faisais un déjeuner complet là, avec les fruits, je faisais une omelette. Puis mes omelettes étaient comme déjà très bonnes. J'avais mes toasts déjà prêts. Je calculais mon temps. J'ai toujours aimé cuisiner. Puis, en même temps, ben comme mes parents étaient tout le temps occupés au musée, ben veux pas, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chez les aînés qui avaient du temps pour moi. En tout cas, il y avait comme pas le choix, il ne peut pas s'en aller. Fait que finalement, moi, j'allais chez eux, puis je faisais ma petite tournée. Là, j'avais quelques aînés que j'allais voir là, durant la journée. Puis, eux me montraient justement leur savoir, dont la cuisine, qui en faisait partie aussi chez ma grand-tante, entre autres. Mais au début, vous ne vous destiniez pas à être chef autochtone? Je suis une personne que si tu me donnes un défi, je vais le réaliser. Okay? Ça ressemble pas mal à ça. J'ai réalisé plein de choses au travers de ma vie. C'est-à-dire que même très jeune, j'ai fait même un camp de vacances que j'avais 12-13 ans. Là, okay? Bon, avec encore là l'aide de ma mère qui chapeautait, il y avait besoin d'avoir un adulte. Mais sinon, pour le reste, c'est moi qui animais, qui faisait les horaires, qui avait le menu, qui faisait tout. Oh oui, j'étais quand même... Oui, c'est ça.
Je sais pas d'où est-ce que ça venait, parce que quelque part, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez jeune. Des fois, j'ai des enfants maintenant, fait que je peux le voir, la différence. Mais j'avais ce pouvoir-là, le côté un peu plus entrepreneur, si on peut dire. M'en aller à l'université pour être muséologue, anthropologue ou tout ce qui finit en OG ne faisait pas partie non plus de mon plan à moi. J'aimais pas assez l'école pour ça. Et puis, c'est du personnel de l'école, quand j'étais au secondaire, qui m'a suggéré « Ah, elle dit, je pense que tu aimerais ça aller en cuisine, toi. » Ben, j'étais comme « Ben, je sais pas. » Là, elle m'a fait visiter une école de cuisine. Je disais « Ouais, peut-être. » Oui, c'est vrai. Puis une fois que je suis tombée dedans, que je me suis inscrite, ben là, j'ai vu que, OK, non, ça, c'est vraiment mon créneau, j'adore ça. Mais tu sais, c'est un coup de dé, là. Puis après ça, j'ai avancé en cuisine parce que j'ai fait mon DEP en cuisine, mais après ça, j'ai fait ce qu'on appelle un ASP, qui est l'attestation de spécialisation professionnelle en cuisine actualisée. Fait que là, on parlait plus de cuisine du terroir et tout. Le prof qui donnait le cours me disait... pourquoi tu fais pas de la cuisine autochtone, tu sais? Puis pour moi, ça faisait pas vraiment de sens parce que pour moi, la cuisine autochtone était comme pas vraiment présente ou était désuète ou je voyais pas de plus-value. J'étais habituée à faire la cuisine française, on me l'avait appris comme ça. Puis moi, ben ce que je voyais de plus intéressant à faire, c'est de modifier les recettes, pas de m'en aller avec des recettes qui étaient plus d'antan, qui étaient... C'est comme demander à un cuisinier, pourquoi tu fais pas de pâté chinois? Tu sais, je veux dire, ça m'intéressait peut-être un peu moins à ce moment-là. Et puis, le temps a avancé, j'ai continué à faire mon cours de gestion de cuisine internationale. J'ai fait mon stage près des Pays Basques, dans le sud-ouest de la France. Et puis, c'était l'Auberge Basse, d'ailleurs, que ça s'appelait. Et eux faisaient vraiment de la cuisine traditionnelle basque. Et c'est là que j'ai comme eu le flash et le coup de foudre. Puis j'ai fait, OK, non, OK, là, je comprends. Il y a quelque chose à découvrir, à faire découvrir. Il y a quelque chose à transmettre quand on décide de faire à manger. Il y a plein de traditions qui sont parfois oubliées, puis qui font partie de nos souvenirs, puis il faut qu'on le transmette si on veut que ça perdure dans le temps. Je suis revenue avec ce bagage-là à la maison. C'est là que j'ai décidé de partir mon petit commerce de traiteur, finalement. Qui s'appelle le traiteur Kébénaki. Oui, Québec et Abénaki en même temps. Dans ma lignée, finalement, je suis plus métissée. En fait, j'ai du québécois et de l'Abénaki, bien que je suis peut-être à 95% plus Abénaki, qui coule dans mes veines parce que, veux pas, j'ai habité à Odanak longtemps. Ça reste que les deux font partie de moi. Les deux nations font partie de moi, puis traiteur Kébénaki, je trouvais que ça faisait partie du terroir québécois. Je disais que c'est la cuisine du terroir à saveur autochtone. Alors, ça partait de ça. Puis par la suite, ben, plus le temps a avancé, plus que c'est rendu de la cuisine quasiment juste Abénaki, c'est parce qu'on me le demande, là. Vous êtes chef à domicile et puis vous êtes traiteur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens, quand ils vous font venir ou quand ils vous commandent un repas? Au départ, quand on se demandait, il y avait la grosse curiosité à savoir, OK, quand que je disais ça, je fais de la cuisine du terroir à saveur autochtone. Le côté saveur autochtone, ça avait des gros points d'interrogation dans le visage des gens. Les gens avaient peur, se demandaient voir si je servirais pas plutôt de la viande sauvage, de la viande séchée. On parlait... c'est toujours ça, l'espèce d'image qu'on a de la cuisine autochtone. Ben, un peu moins maintenant, là, parce que bon, les médias ont fait le travail, mais avant ça, quand moi j'ai débuté, quand on parlait de cuisine autochtone, on parlait de cuisine de bois, cuisine qui était quasiment de manger de la babiche, là. C'était pas tellement actuel, là. Quand que je disais le mot saveur autochtone, il y avait une curiosité, mais plus de peur que de curiosité. Fait qu'il a fallu que j'amène ça tranquillement. Et la cuisine que je faisais était davantage une cuisine française, mais avec une petite touche que je mettais à travers ça. Donc, ça pouvait être du rôti de bison, par exemple, mais avec une sauce qui était à la bière d'épinette. Est-ce qu'elle a évolué, cette composante-là de saveur autochtone? Oui, totalement. Je vais à l'écoute de mes clients, c'est-à-dire qu'il y en a que ce qu'ils veulent avoir, c'est de l'authenticité. J'ai deux menus. J'ai un menu qui est plus authentique. Donc, là, à ce moment-là, on va me demander de faire de la sagamité. Et je leur sers la sagamité de mon... La sagamité? Sagamité, c'est une soupe repas. C'est une soupe repas qui est à base de 3 sœurs avec l'haricot, le maïs lessivé, avec la courge. Soit qu'elle est végétalienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils mettent juste des graines de tournesol dedans, un petit bouillon de tournesol. Ou sinon, ça va être à base de viande. La recette que j'ai, qui est de mon arrière-grand-mère, est à base de viande. Mais tu sais, c'est vraiment une vieille recette là, qui contient beaucoup de gras. Tu sais, ma mère, elle a fait ça une soupe aux yeux là, parce qu'on voit les grosses bulles de gras dans la soupe. Mais c'est ce qui fait que c'est bon. Tu sais, c'est onctueux, puis c'est très réconfortant. Donc, quand que j'offre cette soupe-là, je l'offre en version mini, évidemment, si je veux que les gens
soient capables de poursuivre le reste du repas, là. Mais ça reste que c'est ce qui est de plus en plus demandé, là. Depuis 2015-2018, là, ça a commencé à me demander de faire la sagamité. Avant ça, c'était un peu méconnu, on voulait pas en entendre en parler, c'était un peu étrange, puis légumineuse, on voulait pas nécessairement l'avoir sur nos tables. Donc ça, c'est dans votre menu authentique? Oui, il y a toujours de la bannique, que ça soit plus modifié, actualisé. Il y a toujours de la bannique parce que les gens aiment. Une crème de gourgane à Homéric Baumier, par exemple. Ça, on parle d'une cuisine actualisée. On ne parle pas vraiment d'un menu autochtone typique. Mais par contre, la sagamité l'est. Par exemple, de la truite fumée. Des fois, je la sers brute avec une petite salade de riz sauvage, par exemple, avec des têtes de violon. C'est quand même assez brut. C'est servi comme ça et les gens aiment ça. Sinon, si je vais avec un côté qui est plus actualisé, là, c'est sûr que ça va être plus des plats en sauce. Ça va dépendre de l'ouverture aussi des gens. Qu'est-ce qu'on appelle authentique exactement? Parce que la cuisine autochtone, d'abord, de quels autochtones on parle? Des Abénakis? Ou est-ce que vous puisez votre inspiration aussi dans les autres nations? Je peux puiser mon inspiration de d'autres nations, évidemment. C'est sûr que j'ai plus de référents au côté Abénaki parce que je suis née à Odanak et que les référents qu'on m'a donnés en termes de recettes viennent d'ici. Mais quand que je dis authentique, c'est que notre poisson fumé, par exemple, c'est du poisson fumé qui a été fumé dans un fumoir, qui est notre fumoir traditionnel ici à Odanak. C'est une cuisson à tiède qui va fumer pendant près de 6 heures de temps pour une truite. Donc, si on parlait, mettons, de poisson fumé à froid, là, on est dans une autre gamme. C'est pas quelque chose qui se faisait ici, jadis naguère non plus. On parle authentique, c'est toujours authentique, peu importe, là. Je veux dire, c'est moi, là. Ouais, c'est ça. Je reste abénakise, OK, j'ai le Indian proof, comme on peut dire, là, mais c'est pas ça. En fait, quand je fais vraiment la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est plus traditionnelle, finalement, puis que l'autre est actualisée. Quand je vais avec des menus plus traditionnels, ben ça me permet de pouvoir raconter une histoire à travers mon repas. Quand que je vais parler, mettons, de la sagamité, puis que je dis c'est la sagamité que mon arrière-grand-mère, elle a fait, c'est la première recette de sagamité qui a été servie au premier powwow en 1960. Mais là, on parle d'une autre chose. On n'a pas la même histoire sur un repas. Alors, je vous ai vu la face, là. c'est pas la même affaire. Si on parle d'un ingrédient ou si on parle d'un plat, il y a une histoire vraiment différente entre les deux. Les deux sont intéressantes, mais il y en a une qui vient chercher quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ce sont des ingrédients qui viennent d'ici. Oui. Et puis, maintenant, vous avez des contraintes que n'avaient pas les gens il y a 100 ans, qui sont le ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, par exemple, prendre de viande de chasse. En fait, je ne peux pas le servir en tant que traiteur. Effectivement, je n'ai pas le droit de servir de viande de chasse. Mais je peux très bien servir de la viande d'élevage qui s'y rapproche. Je peux servir du cerf, par exemple, ou du wapiti. Je peux servir du bison. Et les poissons, il n'y a pas vraiment de difficulté. Les poissons d'eau douce, il y en a quand même pas mal. Fait qu'il y a quand même possibilité de jouer un peu avec ça, là, sans que ça soit trop problématique. Oui, c'est pas de la viande sauvage, là, mais ça s'y rapproche quand même. Les gens, c'est pas grave. Ça leur dérange pas plus qu'il faut de ne pas avoir de la nourriture sauvage. Ils comprennent très bien là, qu'on a cette contrainte-là, au niveau commercial, évidemment. Mais sinon, à la maison, là, on parle de notre game. Là. Là, on peut manger ce qu'on veut. Oui, je mange ce que je veux. On associe souvent la cuisine autochtone à la viande, mais vous avez des légumes aussi dans votre cuisine. Puis vous cuisinez même pour les végétariens et les végétaliens. Oui. C'est une nouvelle demande que vous avez. Oui, c'est un casse-tête assez magistral. De faire un menu complet, mettons vegan, par exemple. Là, j'aime moins ça quand j'ai des véganes parce que ça me demande une plus grande réflexion pour pouvoir faire mon menu qui va plaire à tous. J'ai, mettons, peut-être 5-6 personnes qui sont véganes, puis le reste ne l'est pas. Je peux pas faire un menu vegan au complet. Là. C'est ça qui me chicote un peu, c'est toujours devoir faire en double. Mais sinon, c'est quand même possible aussi. Oui, évidemment, je vais remplacer le bouillon par un bouillon de légumes, par exemple, des choses comme ça qui sont assez facilement remplaçable, même si le goût ne sera pas tout à fait exact. Je vais utiliser des légumes, mais les légumes sont assez limités quand même quand on parle de cuisine autochtone. Ce qu'il va avoir surtout, ça va être soit des cœurs de quenouille, par exemple, la quenouille, le fruit de la quenouille. Ça se mange, oui, ça se quenouille. Ah, oui. Oui, en fait, on peut utiliser tout de la quenouille. C'était une des plantes qui était la plus prisée chez les Autochtones, en fait, parce qu'on pouvait utiliser son cœur, qui est dans les jeunes pousses. On pouvait utiliser les feuilles pour en faire soit des appâts pour la chasse, ou on faisait même des tapis.
Sinon, autrement, on servait aussi du fruit. Tu peux l'utiliser, l'égrener, et en faire une espèce de farine, si tu veux, avec. Ou sinon, tu peux aussi la faire bouillir carrément, ou le mettre en cuisson vapeur, et ça se mange. Donc oui, il y a pas mal, gros de la possibilité, en fait, à faire avec la quenouille. Il y a quand même pas mal c'est surtout des fruits que je vais utiliser, en fait, dans mes repas. Ça peut être autant des érelles, du pain-bina, ça peut être des amélanges, des bleuets. Bon, il y a plein de trucs que je vais utiliser, mélanger avec les viandes très souvent, parce que ça faisait partie aussi du type d'alimentation d'autrefois, de mélanger les fruits et la viande. Donc, j'y tiens à perpétuer un peu cette tradition-là. Vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle « Cuisine autochtone, saveurs et savoir-faire d'hier à aujourd'hui » aux Éditions de l'Homme en 2024. Bon, 2024. J'ai compris ça. J'ai beaucoup d'expérience dans la vie. C'est vraiment du terroir. Non, oui, effectivement, je viens juste de sortir. C'est mon petit bébé. Puis ça dit, là, c'est savoir et savoir-faire. Donc, vous avez autant des recettes plus traditionnelles, comme une quiche aux têtes de violon, par exemple, autant vous allez avoir la possibilité de savoir comment faire votre propre fumoir, savoir comment fumer les viandes et combien de temps de cuisson vous devez utiliser pour soit viande ou poisson. Il y a plusieurs façons aussi de faire la bannique qui est inscrite dedans. J'ai 4 manières de faire. Sinon, c'est pour savoir comment rôtir le castor de façon traditionnelle aussi. Pour moi, c'était important d'indiquer le côté plus trad. Je voulais qu'il y ait la possibilité de faire ce que nous, on fait depuis des années. Puis que ça ne se perde pas, parce que veut pas, c'est des traditions orales souvent. Et puis, les aînés se font vieux de plus en plus. Donc, je voulais laisser une trace au moins écrite, parce que la personne qui m'a montré comment faire rôtir le castor, elle est âgée, justement, tu sais. Puis, dans notre communauté, il n'y en a pas tant non plus qui le font. Donc, je me suis dit, là, au moins, s'il y a quelque chose d'écrit, même si les personnes décèdent autour de nous, au moins, on a quelque chose, tu sais, d'écrit, puis que c'est possible de pouvoir le refaire. Parce que pour vous, la cuisine, c'est aussi un patrimoine plus vaste. C'est aussi la transmission, c'est le lien avec les aînés puis les enfants. Parce que vous avez des enfants. En fait, il y a l'adage qui dit toujours que « dis-moi ce que tu manges, je dirai qui que tu es ». Puis c'est vrai, là, en fait, là, je veux dire, peu importe qu'est-ce qu'on mange, c'est la façon de découvrir l'autre. Tu sais, on est souvent très fasciné par les autres cultures, qui soient souvent des cultures internationales. On va parler, mettons, des sushis. Ah, wow, les sushis, c'est donc bien merveilleux. On va parler, des tacos, on s'amuse beaucoup. On aime bien la nourriture qui vient d'ailleurs. Mais on oublie souvent celle qui vient de chez nous, parce qu'on la trouve ordinaire. Mais pourtant, elle a une grande richesse, là, et on s'en aperçoit souvent très peu. Et je vous dirais que c'était ça un peu qui était ma problématique quand j'ai conçu le livre, c'est que je demandais à des gens, si vous avez des recettes, venez me voir, on va en discuter, on va pouvoir le mettre sur papier, puis... Mais pour eux, c'était comme, ma recette n'est pas assez bonne pour qu'elle se ramasse dans un livre de cuisine. C'était souvent la réflexion que j'avais, là. Même si c'est facile ou que pour toi, c'est ordinaire, ça peut être extraordinaire pour quelqu'un d'autre. Et en même temps, à travers ça, ça nous permet de nous réconcilier un peu avec qui on est quand on décide de cuisiner des repas qui nous sont réconfortants aussi. Oui. Qu'on a grandi là-dedans. On a tendance à les faire en automne parce que le temps est gris puis c'est propice à ça, mais on peut le faire durant toute l'année de toute façon. Et puis en même temps, c'est un tout. Donc si moi je décide quand je décide de faire ma quiche aux têtes de violon, justement, que je parlais tantôt, il y a un processus, c'est-à-dire que je vais aux têtes de violon avec ma fille. Donc, quand que je suis en train de cuisiner, je me rappelle ça. Je suis en train de la cuisiner, je fais cuire mes têtes de violon et je pense au bon moment que j'ai passé avec ma fille, en train de les cueillir avec elle, elle adore faire ça aussi. Puis pour elle, je sais que plus tard, parce que j'ai eu cette même réflexion-là de mon côté aussi, c'est que je sais que plus tard, elle va faire « Ah oui, je faisais ça avec ma mère, je vais faire ça aussi avec ma fille ou avec mon garçon. » Fait que c'est comme ça que les traditions perdurent dans le temps puis qu'ils ne s'oublient pas. Et puis qu'en même temps, ça fait partie intrinsèque de notre identité aussi à travers ça. Puis ça resserre nos liens aussi avec le territoire et avec les saisons. Parce que les têtes de violon, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe où. Non, c'est au printemps, là, effectivement. Ouais. Mais on peut retrouver de toute façon des maintenant, ça peut être à l'année parce que t'es congé. Mais je veux dire, ça reste la possibilité de pouvoir le faire à ce moment-là. Là. Mais sinon, autrement, moi, ce que j'ai vu, quand que je décide de servir, mettons, des repas traditionnels, puis ça, j'ai décidé de le faire vraiment, c'est mon nouveau dada, là, j'offre cette possibilité-là de faire un style menu, style 19e siècle, si vous voulez, là.
Et puis j'explique vraiment, je fais vraiment un tour de table sur ce que c'était notre nourriture. On a traversé sensiblement les mêmes passages colonialistes que les Canadiens français. On se rejoint là-dessus. N'oubliez pas, le sirop d'érable là, qu'on met sur la table, c'est récent. On parle de 1960. Là. Avant ça, c'était du sirop de poteau. Puis moi, je me souviens qu'il y avait encore du sirop de poteau en 1980, quand moi-même je suis née. Là. On faisait encore le pudding chômeur à base de cassonade et d'eau. C'était pas au sirop d'érable. On parle tout le temps que ça nous coule dans nos veines, c'est la cabane à sucre, puis on parle tout le temps de ça, puis on la valorise beaucoup, mais mon Dieu, on l'a oublié pendant un bon bout de temps à cause de cette colonie anglaise qui avait pris le dessus puis qui mettait plutôt le sucre blanc de l'avant. Donc, de faire cette trame historique-là, ça remet en perspective notre identité et notre identité commune aussi, autant chez les Québécois que chez les Autochtones. Et ça nous met sur la même trame, si je peux dire, sur le fait que, OK, oui, on a vécu certaines coupures, certaines difficultés ensemble, même si on était séparés. Même la bannique, on s'y plaît à pouvoir en parler, mais c'est à partir du 18e siècle qu'on a commencé, les Autochtones, à le mettre sur nos tables. Donc, c'est bien de pouvoir mettre des dates, puis d'expliquer aussi cette histoire-là. Puis les gens sont beaucoup plus ouverts aussi à l'écouter, cette histoire-là. Puis que ça soit une histoire qui peut être une histoire partagée à travers la nourriture. C'est quelque chose qui vient enrichir aussi les discussions, puis qui viennent nous réconcilier entre nous. Ça relativise aussi l'idée qu'il y aurait une vraie cuisine autochtone, immuable depuis des millénaires. C'est vivant, une cuisine. Oui, exactement. En fait, c'était un peu ça que j'avais expliqué dans mon livre, justement, sur le 2e chapitre. Je parle de cuisine métissée. Les gens grincent un peu des dents parce que j'ai utilisé le mot métissé, mais je tenais à le dire quand même parce que c'est une cuisine qui a été mélangée, qui était issue de diverses cultures, que ça soit canadienne, française ou que ça soit britannique. Dans les deux cas, on a été influencés par ça, des fois de façon positive, des fois de façon négative, mais ça a influencé notre façon de faire la cuisine. Puis la cuisine, elle évolue par les métissages, mais elle évolue aussi par le mode de vie. Chez les nomades, par exemple, on mange ce qu'il y a quand c'est là. Oui, quand on parle de cuisine plus de survie, c'est plutôt ça. En fait, il n'y avait juste pas de recette à proprement dit. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de nourriture ou bien qu'on n'est pas capable de pouvoir faire nos réserves. Au contraire, on était très fourmis. Le but est de pouvoir survivre durant l'hiver. Alors là, ce qu'on va faire, c'est sécher notre nourriture, c'est la faire sécher nos viandes, sécher les grains de maïs, les haricots. Donc tout ça, on va l'avoir, là, ce matériel-là, pour pouvoir poursuivre et survivre durant l'hiver. D'ailleurs, c'est de la façon qu'on calculait les années, hein, quand on rencontrait quelqu'un. On disait, t'as combien d'hivers que t'as? C'était pas quel âge, c'est combien d'hivers t'as survécu. C'est joli, oui. Alors, c'est un peu ça qui est resté toujours dans cette culture-là. Odanak, c'est une communauté qu'on appelle plus domiciliée, entre guillemets. Donc, nous, ce qu'on est, c'est une communauté qui a été en contact très tôt. Hein. La mission d'Odanak date de 1660. Fait que c'est sûr que durant cette période-là, on était déjà en contact, fait que, je veux dire, il y a eu beaucoup d'influence qui s'est fait, y compris de façon de cuisiner, là, tu sais. Et encore là, la recette va changer continuellement parce que ça va dépendre de tes denrées. Et ça me fait dire qu'au niveau de mon livre, c'est ce qui s'est passé. Oui, j'allais venir parce qu'il y a des photos magnifiques dans votre livre. Il n'y a pas que des textes et des recettes, il y a des photos magnifiques qui montrent à quel point ce qu'on mange s'est enraciné dans les saisons. Oui, exactement. Dans le territoire. Oui, puis en même temps, c'est que c'était la complexité de pouvoir faire ces recettes-là parce que j'avais besoin d'avoir mes denrées. Ce qui fait en sorte que des fois, je devais modifier ma recette parce que la denrée, je ne l'ai pas. J'ai pas pu avoir accès. Et puis les délais d'édition sont exactement, sont courts. Là, j'ai pas 10 ans pour faire mon livre. Fait que là, c'est comme, bon, OK, là, j'ai besoin d'avoir cette denrée-là, je l'ai dessus. Là, je fais des appels, je demande à plein de gens autour de moi. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? C'est toujours une extrémiste que j'avais mes affaires. Mais c'était pas facile. Il y a eu des choses que j'ai pas pu avoir. Il y avait une recette que j'étais censée faire qui est pas dans le livre, évidemment, parce que j'avais pas la denrée, qui était une recette à base d'œufs de perche chaude, des œufs de perche chaude, qui est pris en hiver quand on fait la pêche blanche, la pêche sur la glace. Si, mettons, on pêche une perche chaude, on va l'ouvrir, on va prendre les œufs qui vont être à l'intérieur, puis on va la manger aussi. Puis il y a des recettes liées à ça. Mais pour ça, il faut que je la pêche. Je peux pas l'inventer, là. Je peux pas peux-tu la modifier? Mais avec quoi? Qu'est-ce qui ressemble à des œufs de perche chaude? Rien. Donc, pour moi, c'était important d'être authentique, encore là, je vais utiliser le mot, pour essayer de faire la recette. Mais il y a beaucoup de recettes que j'ai dû modifier
parce que j'avais pas nécessairement ce que j'avais besoin de faire pour pouvoir faire ma recette. Mais ça fait partie du jeu en cuisine du terroir. Exactement, oui. Mais ça démontre comme de quoi qu'on peut avoir une recette qui est là, mais elle n'est pas nécessairement immuable, là. Elle peut se modifier au fil du temps en fonction justement des denrées qu'on a. Lisa Noboom-Sawin, vous êtes quelqu'un qui fonctionne par défi. Vous nous avez dit ça tout à l'heure. Donc, la publication de ce livre-là, La cuisine autochtone, c'était un gros défi. C'est un très beau livre, il faut bien le dire. Là, les textes sont beaux, les photographies sont belles, tout est beau. Donc, c'était certainement un gros défi. C'est quoi votre prochain défi? Ou est-ce que vous vous reposez du précédent? Je sais pas exactement, parce que la vie me mène, là, je suis un peu bohème là-dessus, mais ça reste que j'ai plusieurs offres sur la table qui m'ont déjà été proposées. Maintenant, il me reste à savoir la possibilité et la faisabilité du projet. On m'a demandé, par exemple, parce que là, c'est bien beau de faire un livre de recettes, je ne ferai pas de tome 2, là, parce que c'est quand même assez colossal de faire 80 recettes, même si j'en aurais d'autres à pouvoir identifier. Je ne sais pas quand je vais le faire, mais d'après moi, je vais être bien vieille. Mais sinon, autrement, peut-être probablement d'autres petits tomes qui vont s'en venir, je ne sais pas. Mais tu sais, qui est plus en lien avec, encore là, la transmission, que ce soit au niveau de la cueillette pour les jeunes enfants et savoir quoi faire avec et faire des recettes avec ce qu'ils vont avoir cueilli. Pour moi, c'est quelque chose qui est important si on veut que ça perdure. On a oublié ça pendant trop longtemps. Là, on commence à... Les adultes s'amusent avec ça. Pour eux, c'est des hobbies. Ils le font de façon entre adultes, très souvent. Ils oublient d'inclure les enfants là-dedans. Puis c'est ce qui manque finalement à la transmission. Si on veut que ça perdure, il faut inclure les enfants. Alors, si je mets à travers ça, encore là, de quoi décrire et une possibilité de faire une activité avec son enfant en lien avec la cueillette, en lien avec la cuisine, je considère que ça va être encore là un tout et que ça va être enrichissant encore là. Un bel outil de transmission, en tout cas. Exact. Merci, Lisa Noboom-Sawin. Ça fait plaisir. Merci à Lisa Noboom-Sawin de nous avoir mis l'eau à la bouche avec sa cuisine intrépide aux assises bien ancrées dans la tradition. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Vous n'avez pas comme un petit creux, vous? Un peu, oui. C'est ce que je pensais. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.